Nous allons maintenant passer aux affaires du jour. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je vous demanderai de bien vouloir appeler l'article 11 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 11 du feuilleton, l'Assemblée reprend le débat ajourné plus tôt aujourd'hui sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. Y a-t-il des interventions? Je reconnais Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais me prononcer sur ce nouveau projet de loi, le projet de loi 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. Et je me propose de vous entretenir notamment de l'échec du gouvernement en la matière depuis 1 an. Écoutez, Monsieur le Président, il faut quand même prendre la mesure de l'échec du gouvernement et de la perte de temps incommensurable depuis 1 an dans le dossier de la rémunération des médecins, certes, mais surtout de l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour tous les Québécoises et tous les Québécois. Ce projet de loi vient en quelque sorte abroger tous les précédents déposés d'abord au mois de mai, souvenez-vous du projet de loi 106, mais également le projet de loi 2, adopté sous bâillon au mois d'octobre dernier, avec des mesures, on se souviendra, qui étaient absolument inapplicables, mais également extrêmement autoritaires et contre-productives, avec un projet de loi que le ministre lui-même n'arrivait pas à expliquer. Visiblement, il n'arrivait pas à convaincre, puisque lui-même ne pouvait pas démontrer comment on pourrait mettre en œuvre le dit projet. Souvenez-vous des soirées de webinaires où les gens sortaient de ces rencontres plus confus que jamais avec les réponses qu'ils avaient pu obtenir lors de ces soirées qui devaient servir essentiellement à expliquer comment ce projet de loi-là pouvait être mis en œuvre. Le gouvernement, au fil des jours et des semaines, s'est rendu compte de l'erreur absolument incroyable qu'il avait commise pour terminer la session d'automne dernier, le dernier jour de la session. Il a donc déposé un autre projet de loi, le projet de loi 16, le 12 décembre dernier, qui venait abroger 78 articles sur les 214 du projet de loi 2. Donc, on venait déjà d'amputer le projet de loi de tout ce qu'il y avait de plus odieux sur le plan législatif, mais sur le plan également de la liberté de penser et d'agir ici au Québec, là, en visant spécifiquement les médecins. C'était un pas, évidemment, dans la bonne direction, mais au même moment, on apprenait que le gouvernement avait conclu une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens, entente qui devait être mise en œuvre par le dépôt d'un autre projet de loi, un 4e en l'espace de 10 mois, le projet de loi 19, qu'on a eu le plaisir de découvrir la semaine dernière, mardi passé, et que le gouvernement veut absolument, évidemment, faire adopter d'ici le 27 février prochain, parce que c'est le délai qu'il s'est donné dans l'adoption du projet de loi 16 le 12 décembre dernier. Donc, on doit nécessairement y arriver. Et même, encore une fois, on doit faire des acrobaties sur le plan législatif, parce que nous sommes aujourd'hui à discuter du principe d'un projet de loi qui n'a pas été soumis à la consultation des parties prenantes, à la consultation des citoyens, ce qui est encore une fois un autre accroc aux règles habituelles. Les consultations particulières, normalement, se tiennent avant que l'on soit convoqué comme député à débattre justement du principe du projet de loi. Il est de coutume que nous puissions entendre les citoyennes et les citoyens du Québec se prononcer sur le dépôt d'un projet de loi, sur le libellé initial, pour avoir une diversité de points de vue qui nous permet donc d'avoir un débat qui est encore plus, je dirais, approfondi, une analyse qui est plus fine et une compréhension de ce que ce projet de loi-là pourrait amener
de bon ou de plus difficile ou compromettant, parce que les citoyens et les usagers du système de santé, dans le cas présent, ou encore les médecins, peuvent avoir un point de vue à apporter qui est extrêmement important pour les législateurs. Et donc, avant de se prononcer sur le projet de loi, sur son principe, nous devons normalement tenir ces consultations-là, qui auront lieu, Monsieur le Président, demain. Et en format raccourci, s'il vous plaît. On nous a donné 3 heures pour pouvoir entendre le point de vue de la société civile, des parties prenantes, sur un projet de loi qui est la conséquence là, des actes législatifs manqués du gouvernement depuis 10 mois. Et pendant ces 10 derniers mois, est-ce qu'on a amélioré l'accès aux soins de santé? Est-ce qu'on a des perspectives de modifier la rémunération, le mode des rémunérations des médecins pour pouvoir favoriser une plus grande interdisciplinarité, pour en avoir davantage pour notre argent comme contribuable et surtout, comme usager du système de santé, pouvoir compter sur un système qui est en première ligne une capacité de traiter, d'accueillir, de soigner les Québécoises et les Québécois en temps opportun. Eh bien, évidemment, on aura perdu 1 an dans ces débats stériles, dans une espèce de psychodrame qui a été lancé non seulement par le ministre de la Santé démissionnaire, mais également par le premier ministre, aujourd'hui démissionnaire, lorsqu'il a lancé que ça allait brasser. Alors, est-ce que ça a brassé dans le milieu de la santé pour les médecins? Définitivement. Est-ce que ça a brassé dans le système de santé qui doit livrer des services et des soins aux Québécoises et aux Québécois? Bien entendu que ça a affecté la prestation de soins et le niveau d'anxiété, non seulement des professionnels de la santé, mais également de tous les patientes et de tous les patients, et particulièrement dans les régions frontalières. Je pense à l'Outaouais, je pense également au Bas-Saint-Laurent, là où les gens ont dit, écoutez, si c'est comme ça, les médecins ont dit, si c'est comme ça qu'on veut nous traiter, eh bien, on va songer à aller ailleurs. Et malheureusement, plusieurs n'ont pas attendu que le gouvernement se rende compte de son erreur et ont déjà quitté. Encore hier, il y avait une manchette à l'effet que, je crois que c'est une demi-douzaine ou 8 médecins avaient signé avec la province voisine du Nouveau-Brunswick, et ce, sans compter évidemment les gens de la région de Montréal ou de l'Outaouais, qui eux aussi ont décidé de passer à l'ouest pour pratiquer la médecine. Et le résultat, il est clair. Il est clair dans les statistiques que nous fournit le gouvernement lui-même dans la prise en charge. On voit qu'aujourd'hui, on a moins de Québécoises et de Québécois qui ont accès à un professionnel de la santé, qui ont accès à un médecin. Globalement, on est toujours à 1 million, 1,2 million Québécois qui sont en attente et qui ne peuvent pas espérer à l'heure actuelle, avec le projet de loi 19, voir des résultats de façon concrète pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Souvenez-vous, la promesse phare de la coalition Avenir Québec en 2018, c'était un médecin pour chaque Québécoise et chaque Québécois. Et aujourd'hui, c'est 1,2 million de personnes au Québec qui sont en attente d'un médecin. Alors, comment illustrer de façon plus éclatante l'échec gouvernemental? Mais, évidemment, on a modifié, on a tronqué cet engagement électoral formel pour dire qu'on allait quand même pouvoir avoir accès à des soins de santé en temps utile, à un médecin, à un professionnel de la santé, grâce, magie, à l'implantation d'une affiliation ou collective, une affiliation à un milieu de soins, une prise en charge collective. C'est ce qui était indiqué dans le projet de loi 106 de mai dernier. C'est ce qu'on a ramené dans le projet de loi 2, qui, lui, allait encore plus fort avec des pénalités salariales, puis ensuite
une compensation pour la prise en charge qui était ensuite rajoutée, essentiellement le retour de l'argent qu'on avait été pigé dans la masse salariale des médecins, si les objectifs étaient atteints. Tout ça dans un modèle absolument difficile à expliquer, à comprendre et surtout inapplicable. Cela étant, aujourd'hui, le projet de loi 19, j'ai parlé d'un 4e projet de loi en 10 mois, mais on n'est pas au bout de nos surprises, Monsieur le Président. On se donne un nouveau rendez-vous ici même pour débattre du prochain projet de loi qui pourra porter le numéro 21, 22, 24, on ne sait pas encore, pour régler le dossier des médecins spécialistes, qui lui aussi, nécessairement, devrait passer par une nouvelle pièce législative. Donc, on pourra compléter le quintet de projets de loi qui auront permis à la Coalition Avenir Québec, au gouvernement, mais aussi au Québec tout entier, de faire du surplace pendant une belle longue période de 11 mois. Tout ça pour ça. Monsieur le Président, je fais un peu d'humour, mais en fait, la situation, elle est tragique. Elle est tragique pour l'ensemble des usagers du système de santé qui se désespèrent de pouvoir avoir des services pour lesquels ils sont en droit de s'attendre, donc, et pour lesquels ils paient, évidemment, leurs taxes et leurs impôts. Et à l'heure actuelle, dans le projet de loi 19, Monsieur le Président, outre faire un recul absolument spectaculaire sur tous les projets de loi précédents et sur toutes les intentions et les engagements qui avaient été manifestés par le gouvernement, on ne voit pas nécessairement de gains, d'avancées, de perspectives qui puissent nous donner espoir que le système de santé s'améliore, que l'accès à un médecin ou à un professionnel soit véritablement là, au bout là, de cet arc-en-ciel qu'a dessiné le gouvernement au cours des derniers mois à travers ses différents projets de loi. En réalité, il n'y a aucune obligation de la part des médecins de livrer la marchandise. On a décidé au gouvernement d'utiliser la bonne vieille méthode, qui était justement tout ce que le premier ministre disait ne pas vouloir faire, c'est-à-dire augmenter la rémunération, ajouter des primes dans l'espoir d'avoir un meilleur rendement de la part des médecins et une prise en charge beaucoup plus grande. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait en mettant sur la table 75 millions en disant « Mais si jamais la chose vous intéresse, il y aura la possibilité d'avoir des primes si vous arrivez, d'ici le mois de juin 2026, à prendre en charge 500 000 patients. 500 000 personnes, là, c'est moins de la moitié de ceux qui actuellement sont sur ces listes-là. Donc, c'est l'objectif que se donne le gouvernement à l'heure actuelle. Son standard n'en finit plus d'être réduit pour tenter d'aller chercher un semblant de victoire, un semblant de gain ou d'amélioration dans la prestation des soins de santé ici au Québec. 500 000 Québécoises et Québécois. Et sur les 200 000 patients dits vulnérables, on a décidé que si, dans cette entente avec les médecins omnipraticiens, si on pouvait en inscrire 180 000, là, ce serait une réussite. Moi, j'ai bien hâte de voir d'ailleurs qui sont les 20 000 heureux élus vulnérables, patients vulnérables, qui seront mis de côté. Mais au-delà de cet objectif, dont on sait qu'il n'est pas coercitif, soit, mais qu'il n'est pas non plus, impératif dans l'entente, et on peut se demander ce qu'il adviendra au mois de juin prochain. Mais évidemment, en juin prochain, personne ne sera là pour en débattre. Visiblement, la 43e législature aura pris fin et le débat sera maintenant tourné vers l'alternative au gouvernement de la CAQ en fonction du calendrier électoral qui nous mène en octobre prochain. Et c'est bien malheureux, parce que je pense qu'il faudrait pouvoir conclure et pouvoir demander des comptes
au gouvernement sur la possibilité ou non que l'on atteigne l'objectif qui est fixé dans l'entente. Mais de quel type de prise en charge parle-t-on lorsqu'il est question d'un demi-million de personnes qui auront accès à un médecin dans cette entente-là? Lorsqu'on regarde le texte, on ne peut pas conclure qu'il y aura une prise en charge effective et que ces gens-là qui attendent un médecin sont effectivement pris en charge. Et quand on entend les propos et l'interprétation des porte-paroles de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, en fait, on a l'explication de cette entente, l'interprétation de l'entente qui n'a pas été démentie par le gouvernement, à l'effet que cette prise en charge-là n'en est pas une, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas d'un statut qui est octroyé aux personnes vulnérables ou non qui veulent avoir un médecin de famille et qui, justement, soient prises en charge. Il s'agit simplement, dans les yeux de la FMOQ, dans leur interprétation et vraisemblablement dans l'entente qui a été signée, de l'ouverture de plages horaires pour des rendez-vous. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur du recul par rapport aux objectifs, aux intentions et aux engagements du gouvernement lorsqu'on arrive à débattre d'un projet de loi où il n'y aura vraisemblablement aucune amélioration quand il est question de la prise en charge ou de l'accès à un médecin de famille à travers ce projet de loi-là, à travers cette entente qui est mise en œuvre dans le projet de loi. Et je ne parle même pas de la question du mode de rémunération. À travers le projet de loi, on nous a fait croire, en le présentant, qu'un nouveau mode de rémunération était convenu, qu'on le mettrait en place et que le projet de loi était la fin de l'histoire pour la capitation, Monsieur le Président. Mais non, tout ce volet reste encore à négocier avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Alors, c'est une boîte noire. On souhaite que les négociations se tiennent, on souhaite qu'elles aboutissent, mais ce ne sont que des souhaits, Monsieur le Président, des vœux pieux, et ce n'est pas ce que le gouvernement devait faire, visiblement. Si on avait procédé autrement il y a un an, en mettant en place un processus par étapes, rationnel, qu'on s'était donné un horizon réaliste. On a vu que les modes de rémunération avaient été modifiés dans des juridictions canadiennes voisines, comme en Ontario, comme en Colombie-Britannique, ou sur une période de quelques années en Ontario, sur 5 ans. On pouvait véritablement modifier le système, le mode de rémunération et surtout se donner une perspective d'améliorer la prise en charge, mais surtout l'accueil et la prestation de soins de première ligne pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Évidemment, ce n'est pas le chemin qui a été choisi par le gouvernement et c'est bien malheureux. Alors, je terminerai, Monsieur le Président, en mentionnant plutôt que il y avait quelque chose de révélateur hier dans le dépôt d'un nouveau rapport par la commissaire à la santé et au bien-être qui nous disait essentiellement que le système de santé au Québec, dans ces deux grands constats-là, était on ne peut plus vulnérable, voire menacé dans sa pérennité, pour toutes sortes de raisons. Manque de personnel, manque de ressources, manque de lits. Moi, j'ajouterais manque de vision, manque de courage politique, manque de décision et d'un plan de match qui soit réaliste, qui soit concerté, mais qui soit aussi déterminé à véritablement mettre en œuvre non pas une réforme, mais une transformation qui soit axée, par exemple, sur la première ligne, sur les soins de proximité, sur des portes d'entrée qu'on pourrait identifier comme étant les CLSC, sur la confiance qu'on pourrait offrir, donner
à tous ces acteurs de la santé de terrain. Non seulement un système de santé qui soit concentré sur l'accès aux médecins, mais sur l'accès aux soins, le bon professionnel au bon moment. Et ça a été complètement évacué dans la vision de la Coalition Avenir Québec ces dernières années, et c'est extrêmement malheureux, avec pour résultat que non seulement, aux yeux de la commissaire à la santé et au bien-être, le système de santé, sa pérennité peut être menacée, mais également, le grand constat qu'on fait, c'est par rapport, et on y revient toujours, à l'accès aux soins de santé. On nous dit aujourd'hui, et c'est comme un constat qui est admis de tous, que les soins et services de santé, je cite, sont globalement peu accessibles en temps opportun pour les Québécoises et les Québécois. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que le projet de loi 19 qui est devant nous aujourd'hui nous permettra de modifier, d'altérer, de transformer ce constat de la commissaire à la santé et au bien-être de quelque façon que ce soit? Notre réponse à l'heure actuelle, c'est non. Donc, sur le principe du projet de loi qui vient confirmer le recul total de la Coalition Avenir Québec sur ses ambitions d'améliorer l'accès au système de santé, qui vient confirmer que le plan santé de la CAQ a complètement déraillé au cours de la dernière année, et je n'ai pas fait le bilan complet parce qu'on manque de temps puis parce que ce n'est pas l'objet du projet de loi. Mais évidemment, Monsieur le Président, je suis obligé de vous dire que, sur le principe, nous ne pouvons pas apporter notre appui au projet de loi 19. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député des Îles de la Madeleine.